Je suis ravie de vous accueillir dans cette salle Jean Renoir, donc à la FEMIS. Et je remercie la FEMIS d'accueillir cette table ronde. Et il y en a une deuxième après. Donc nous sommes dans le cadre de la semaine internationale de la Production Design Week. Donc il paraît qu'il y a plein d'autres événements dans le monde comme ça, sur ce sujet-là. Vous m'entendez pas ? Si, voilà. Et donc, on est ravis d'accueillir cet événement ici à Paris. Et donc, il y en a plein dans le monde et ce qui montre le dynamisme de cette profession, évidemment, très reconnue, très créative, qui fait rêver, mais qui a aussi plein de sujets logistiques, d'éco-responsabilité. On va le voir puisque c'est l'objet de cette table ronde. Donc, des outils concrets pour les décors et les studios plus durables. Donc, autour de cette table, de deux tables d'ailleurs. J'ai le plaisir d'accueillir Sabine Barthélémy, chef peintre, membre de MAD et Éco-Déco Ciné. Oui, ça marche ? Ouais. Et normalement, elle devrait nous chanter une chanson à un moment, on verra. Je vais le faire dans l'ordre géographique. Valérie Valero, chef décoratrice, membre de l'ADC aussi, Déco Ciné, vous êtes cofondatrice, et puis aussi vous êtes adhérent à la CST, ce qui nous fait une habile transition pour le délégué général de la CST, Baptiste Heinemann, et Bertrand Seitz, je le prononce bien, ou pas, Seitz, les deux marches, chef décorateur aussi, membre de l'ADC et de la CST. Et je suis Johanna Gallardo, je travaille à la commission du film d'Île-de-France, Film Paris Région. Voilà, je m'occupe de la filière image et notamment des enjeux d'éco-responsabilité qui vont pas mal nous animer cet après-midi. Donc, je veux remercier aussi, j'ai remercié la FEMIS, je remercie évidemment l'ADC, des membres représentants sont là pour l'organisation de cette table ronde, pour ce sujet. Et puis, évidemment, la CST et la Film Paris Région. Voilà, je remercie la FEMIS, justement. Donc, vous voulez dire... Ouais. Ils sont rapides, hein, en déco. Ça va vite, vite, vite. On n'attend pas que les gens arrivent. Merci à toutes et à tous d'être venus jusqu'en haut de la butte. Pour la FEMIS est ravie d'accueillir cet événement dans le cadre IPDW. Donc, comme vous le savez, il y a 2 tables rondes cet après-midi et surtout restez avec nous jusqu'à la fin de la journée, puisqu'à 18h30, on se retrouve tous à l'espace cafétéria pour le vernissage de l'exposition avec un sublime cocktail. Voilà. Donc, je vais juste laisser la parole. Alors, je ne sais pas comment vous avez débuté, mais Anne Sebel qui va introduire aussi IPDW dans son ensemble. Merci. C'est un événement qui est organisé par le Production Designer Collectif. On est à peu près 1500 décorateurs dans le monde. Et tous les 2 ans, on fait cette semaine pour mettre en valeur notre métier dans tous les pays du monde et c'est relayé pays les uns entre les autres. Donc, ça fait partie de cette semaine et on vous remercie de participer à ces 2 tables rondes. Voilà. Merci à vous. Alors, je voulais d'abord contextualiser un peu cette table ronde. On vient de parler donc cette semaine internationale des métiers de la décoration. Il y a 2 contextes importants. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Centre national du cinéma a monté plusieurs plans, à la fois des plans de modernisation des studios, il y a ce qu'on appelle le choc de modernisation, mais aussi France 2030, qui est un énorme plan d'investissement de 350 millions d'euros pour moderniser nos studios français qui étaient un peu vieillissants, mais néanmoins très pratiques. Et donc, dans ce plan d'investissement, il faut savoir qu'il y avait des critères environnementaux qui étaient demandés, requis, assez avancé par rapport à ce qu'on pouvait voir par ailleurs. Donc, il faut saluer ce travail. Et donc, ça a embarqué les studios qui demandaient ces fonds à réfléchir au sujet. Et puis, évidemment, il y a le plan action du CNC qui donc impose depuis l'année dernière et sur plusieurs formats cette année d'un bilan carbone amont-aval pour toutes les productions qui reçoivent l'aide du CNC et ont mis en place un certain nombre de formations avec les coproductions que la CST met notamment en place. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives et il faut remonter un petit peu en arrière et on en a des membres imminents ici, puisqu'avant ces plans, j'allais dire étatiques, nationaux, il y avait des irréductibles gaulois qui s'appelaient Ecoprod, Éco-Déco, qui se parlaient beaucoup. Et donc, voilà, des professionnels de la filière
du décor, aussi de la régie, des commissions du film comme nous, qui se posaient la question de notre impact environnemental de la filière et qui, depuis 2010, quand même, réfléchissaient d'abord entre eux, puis ont développé un certain nombre d'outils pour améliorer nos pratiques éco-responsables. Mais c'est vrai que pour avoir observé l'évolution, c'est vraiment côté déco que cette réflexion est venue et côté régie, parce qu'évidemment, c'est là où on voit les déchets apparaître. J'ai d'ailleurs quelques chiffres clés à vous communiquer par rapport à ça. Il faut savoir qu'un film, 80%, vous le savez peut-être, vous êtes du métier, 80% des décors d'un film sont jetés à l'issue du tournage. Donc c'est énorme, sachant qu'on estime, ce sont des chiffres de la ressourcerie de cinéma, qu'un film, c'est 15 tonnes en moyenne de déchets par an. Sur Valérian, comme voilà, ça va vous parler, Valérian, il y avait un aller-retour Paris-Orléans, on se concentre bien, de tasseaux de bois, voilà, qui ont été jetés. Ça en fait des choses à construire avec. L'impact carbone du département décor sur un film, c'est un quart, un cinquième. Donc voilà, c'est un gros poste. C'est pas pour ça qu'il faut se culpabiliser, mais justement, c'est un levier fort pour l'impact carbone d'une production. Donc il y a des choses à faire. Et pourquoi on va aussi parler des studios? Parce qu'évidemment, c'est là où on fabrique notamment les décors, mais aussi grâce à une étude, et je vous en parlerai un petit peu plus, mais une étude qui a été initiée justement par Ecodeco, avec Film Paris Région et Ecoprod, et la région Île-de-France. Donc, il y a une étude des pratiques métiers sur les pratiques d'éco-conception dans les métiers de la déco. Et il y a un chiffre qui est intéressant qui est ressorti, c'est que 80% des personnes interrogées, des professionnels, estiment que le lieu optimum pour favoriser l'éco-conception, c'est le studio. Donc voilà, on est au cœur de plusieurs enjeux. Donc voilà, tout ça, ce contexte, on va dire national, réglementaire, d'investissement, de dynamique de production un peu forte, bon, qui est en train un peu de se stabiliser. Évidemment, les enjeux de préservation de la planète fait que il a fallu s'atteler à ces problématiques. Et voilà, donc nous allons commencer par l'objet studio, un peu pour redéfinir de quoi on parle, voilà, de parler de l'outil. Et il faut aussi souligner, je voulais souligner un autre point, c'est que des studios ont été menacés de fermeture. Il y a un groupe studio, vous pourrez en dire quelques mots, qui s'est monté pour préserver notamment le studio de Brie-sur-Marne. Et c'était beaucoup les métiers de la déco, parce que pour vous, c'est un outil essentiel pour votre métier, pour la fabrication. Et ça, c'est une démarche très intéressante pour valoriser auprès de la profession, même des producteurs, cet outil, cette démarche. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits, puisque voilà, il y a eu des développements, Brie-sur-Marne, et puis des plans d'investissement. Bon, allons au cœur du sujet. Je me tourne vers Baptiste. En tant que commission supérieure technique, vous travaillez justement sur des référentiels, sur finalement c'est quoi un plateau de tournage et voilà comment. Absolument. Alors, donc la CST, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Commission supérieure technique de l'image et du son, nous sommes en particulier la plus ancienne association de techniciens du cinéma français. Et cette précision chronologique est assez intéressante parce que dès le début des années 50, la CST a travaillé sur ce que c'était qu'un studio de tournage. Et nous avons retrouvé des documents datant de 53, 54, 57 avec déjà des spécifications pour des studios de prise de vue de fiction. Donc la CST, depuis son origine, travaille sur les meilleures pratiques de production, les meilleures pratiques de fabrication, comment on transmet la meilleure qualité de l'image, du son, des conditions de travail, de la première image préparée jusqu'à la dernière image projetée dans les salles de cinéma. Nous éditons en particulier des textes qu'on appelle des recommandations techniques. Et les recommandations techniques sont des documents de concertation professionnelle qui visent à accompagner une problématique technique en général, mais s'accompagnant de ces enjeux d'usage et d'enjeux également un peu économiques. Ces recommandations techniques sont numérotées, donc ça va de la première à, là en ce moment on est en train de travailler sur la RT50, et donc vous pouvez vous apercevoir que la RT11, qui concerne les plateaux de tournage, eh bien c'est un tout petit numéro. Ça veut dire que c'est une recommandation très ancienne, et ça participe de ce que je viens de vous dire, que la CST, les professionnels réunis au sein de cette organisation, se sont intéressés aux enjeux des studios de tournage depuis très très longtemps.
Cette recommandation technique, la RT11, elle était assez ancienne. La dernière révision, donc les derniers travaux qui ont été faits autour de ce texte, dataient de 2004. Et donc, il nous a semblé pertinent de réouvrir ce texte pour en refaire une relecture et même, là, on va dire, une réécriture complète. Donc aujourd'hui, vous assistez, vous êtes là présent parce que c'est un événement extraordinaire, c'est une avant-première mondiale, puisque le texte s'ouvre aujourd'hui à la consultation publique. Donc il faut que vous puissiez le dire à vos arrière-petits-enfants quand vous serez vieux. J'étais là quand on a ouvert la RT11 à la consultation publique. Vraiment, je m'en souviens encore, j'ai l'émotion qui me porte aux yeux. Alors, je le dis à moitié en blaguant parce que c'est quand même déjà 1 an de travail, le texte qui est mis ici. Donc, comme toutes les recommandations techniques, cette RT11, il y a d'abord un premier travail, on va dire, en chambre, qui a été mené par Bertrand, accompagné de quelques chefs décorateurs extraordinairement talentueux, dont Valérie Valero, Chloé Cambournac, William Abello, sous la coordination de plumes de houlettes de Sabine Chevrier. Et Bertrand vous expliquera les aspects de concertation que nous avons, que ce groupe de travail a mené avec le reste du secteur pour aboutir déjà à cette première version. Les recommandations techniques de la CST fonctionnent de la même façon. Une première version est aboutie avec un petit groupe de travail et ensuite nous avons une phase de consultation publique qui s'ouvre aujourd'hui. Donc c'est ça que vous pourrez dire à vos arrière-petits-enfants. J'étais là le premier jour. N'importe qui, donc vous pouvez QR coder le texte, vous atterrissez sur la bonne page, n'importe qui peut le lire et contribuer, poser des questions, suggérer des modifications, des améliorations, dire il manque une partie, dire c'est scandaleux, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et à la fin, cette période de consultation qu'on a prévu de 2 mois, donc jusqu'au 17 décembre, le groupe de travail se réunira à nouveau et fera le tri dans les contributions et essaiera au mieux de les intégrer au texte ou d'arbitrer si on peut les intégrer au texte. Voilà, je crois que c'est clair. Et comme on est quand même sur le sujet de l'éco-responsabilité, est-ce que dans ce RT11, on en parle ? Bien sûr. Ah. Alors, donc ce texte, je vous dis, c'est une grosse réécriture, parce que le texte de la RT11 parlait surtout de la question du plateau de tournage. Et dans le travail de réécriture, on a monté d'un niveau pour passer au niveau du studio de prise de vue. Donc, il y a une prise de hauteur qui est très importante. Et dans les éléments qui sont très importants, ont été placés en début du texte, de façon surplombant l'ensemble des éléments et des fiches qui sont présentes dans ce texte. 2 notions. La première, la sécurité des travailleurs, d'une part. Le fait que le studio, c'est un espace professionnel dans lequel on vient travailler en toute sécurité. Et la deuxième, c'est que le studio est un lieu de production éco-responsable. Et que cette notion-là se distille sur l'ensemble des lieux qui constituent un studio de tournage dans différents types de bonnes pratiques. Et que c'est non seulement un lieu de tournage éco-responsable, mais c'est un lieu de production éco-responsable et c'est un lieu d'émergence de l'économie circulaire, qui permet de faire aboutir des ressources et que ces ressources puissent être disponibles pour d'autres personnes. Et ce sont des points que nous allons d'ailleurs aborder, je pense, avec nos co-invités. Tout à fait. Alors, voilà, en parallèle de ce travail, il y a un autre travail qui se faisait en concertation, justement à l'initiative du groupe EcoDéco et suite à cette étude dont je vous ai parlé. C'est donc le projet Circulart sur la notion d'économie circulaire dont tu as parlé, Baptiste. Donc juste, je rappelle rapidement la définition de l'économie circulaire, parce que c'est un concept qui est un peu éloigné de la filière. Donc je trouve que ça, voilà. Donc c'est vraiment un mode de fabrication et d'usage des matériaux, des produits, qui permettent d'allonger leur durée de vie et leur valeur, donc en réparant, réutilisant, éco-concevant. Et donc, cette notion a été travaillée dans le cadre de Circulart. Donc, c'est un projet soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement, avec la région Île-de-France, qu'on porte en tant que commission du film. Et on s'est dit que, rien de mieux que l'économie circulaire, qu'un emplacement fixe, localisé, où il y a un ensemble de synergies et de métiers, de prestataires qui se rencontrent, donc le studio. Et d'où le travail aussi sur la RT11. Et donc, dans le cadre de Circulart, il y a eu des vidéos de promotion sur les pratiques responsables
dans les métiers décor, notamment l'usage des loueurs, etc. Enfin voilà, on avait un peu défriché ce que le groupe Eco-Déco avait déjà cherché. En fait, vous avez fait un peu et vous allez en parler, hein, de R&D, donc de recherche et développement pour améliorer les pratiques. Et donc, ce qu'on va vous présenter ensuite, ce sont donc des outils qui ont été mis en place, et aussi en avant-première mondiale. Décidément, c'est une journée extraordinaire. Nous sortons 5 fiches sur les pratiques de décor, mais on va en reparler. Avant d'y arriver, peut-être, Bertrand, tu veux justement parler de la RT11 et de l'usage du studio comme hub sur voilà, ton expérience, le rapport à l'éco-responsabilité. Alors, bonjour. L'idée, c'était qu'effectivement, on passait du plateau de tournage au studio de tournage. Donc, on a dû changer d'échelle au niveau de notre étude. Bien évidemment, on parlait du plateau, mais parler aussi de toute une synergie qui s'opère autour du plateau, avec différents flux qui sont parfaitement décrits dans le texte et qui amènent comment dirais-je, une vision pédagogique de finalement la complexité de notre métier et ce qu'elle a de répétitif et d'organisationnel quand on a la possibilité de travailler en studio. Il y a un certain nombre d'organisations professionnelles qui étaient très attentistes par rapport à cette production, dans la mesure où c'est pour la plupart des exploitants de surface, de choses comme ça. Et l'idée était évidemment de différencier, quand on parle de studio, de différencier la friche industrielle dans laquelle on se retrouve malheureusement souvent amené à travailler pour des mauvaises raisons, du studio de tournage. Donc Baptiste faisait référence tout à l'heure à la sécurité, mais en ce qui concerne les pratiques éco-responsables, c'est inatteignable en friche industrielle, alors que, bien évidemment, c'est atteignable en studio, soit par une évolution de l'outil de travail, soit dans le cadre des nouveaux projets qui sont en train de se monter, un encadrement spécifique sur cet aspect-là, en conseillant, voire en demandant, parce que c'est difficile d'imposer ça, mais des stations de tri, Sabine en parlera, mais une politique sur la récupération d'eau et sur l'utilisation de l'eau, parce qu'on va avoir ces problématiques-là dans quelques années qui vont se poser, mais aussi l'aspect climatique. Vous avez des parties, enfin des zones géographiques qui montent en température assez fortement, particulièrement l'été. Donc, comment gérer une actrice qui sort d'une loge et qui doit parcourir, dans le pire des cas, 150 mètres en plein soleil avant que son maquillage fonde. On fait comment? Donc voilà, toutes ces problématiques-là, elles sont reliées à la fois à l'évolution du territoire, mais aussi à l'évolution des techniques. On parle très succinctement, ça fera le cadre d'un additif parce qu'on n'a pas eu le temps de le pousser jusqu'au bout, des plateaux LED à simulation et à réalité augmentée. Donc ça va être un département qu'on va développer par la suite. Mais pour l'heure, on obtient un texte assez complet. La nouveauté, c'est que, en fait, on a beaucoup travaillé au sein de la CST avec le département artistique qui est constitué de l'ADC, des chefs déco, donc des accessoiristes, l'association de la FAP, mais aussi du make-up, les coiffures et le maquillage. Et les costumes, bien évidemment, mais qui étaient là déjà depuis un certain temps. Et je dois dire que le travail qu'ont effectué à la fois le département de costumes, mais aussi le make-up sur l'art et la manière de concevoir une loge de comédiens, une loge de repos, une loge de travail, un salon de coiffure, un espace de teinturerie, etc. J'étais loin d'imaginer la technicité que ça demande. Donc aujourd'hui, on a un texte qui est vraiment très complet parce qu'il parle de toutes les parties qui constituent évidemment le lieu d'un studio de tournage dans ses proportions, les parkings, les surfaces d'atelier, les différents stockages, leur nature, etc. Enfin bref, parcourez-le, c'est assez complet. Finalement, c'est l'occasion de se réapproprier l'outil et d'améliorer les conditions de travail. Parce que là, je parle de transition environnementale, mais dans un cadre plus général de développement durable et le bien-être au travail, la sécurité, tu en as parlé, c'est important. Donc, finalement, c'est aussi l'occasion de réaborder toute cette question-là. La friche,
Tout ça, et on a l'impression c'est- qu'il y a une convergence des luttes, j'allais dire. Oui, c'est ça. Et quand on parle des conditions de travail, on est en plein dedans en ce moment parce qu'on, particulièrement du service décoration, est un peu en pression sur les films comme sur les séries, etc. Donc on est amené à faire on a lancé un état général de la décoration au sein de l'ADC en rencontrant tous les métiers qui composent un service de décoration, et ils sont multiples. Mais on s'aperçoit en fait que d'une façon générale, il faut faire preuve de pédagogie parce que les producteurs, ils connaissent mal notre métier. Les directeurs de production, pour beaucoup, ne connaissent pas notre métier, ou en tout cas sa complexité. Donc, il va falloir qu'on réexplique exactement comment se passe un process, etc. Et dans le cadre du studio, c'est aussi une façon d'expliquer comment on travaille dans la mesure où on définit très précisément les lieux et leurs contraintes d'utilisation, ce qui amène de fait à comprendre comment on travaille. Comment on stocke, comment on fait évoluer un travail en machine, etc. etc. Très bien. Tu as abordé le dialogue entre les métiers, mais on y reviendra peut-être. Je ne sais pas si Valérie, tu veux parler sur ce travail de RT11, d'éco-responsabilité. Tu travailles depuis En fait, longtemps. oui, je vais rebondir sur un mot que tu as dit, c'est convergence. Tu n'as pas dit des luttes, mais on pourrait dire ça. Si, je l'ai tu l'as dit. dit. Ah oui. Parce que, donc en fait, depuis 10 ans, entre la lutte pour défendre les studios de Brie, dans lesquels on était un petit groupe d'une dizaine de pitbulls qui ont dit pas question qu'on laisse détruire cet outil de travail extraordinaire et que les équipes ne soient plus formées, qu'on aille faire tous les films à l'étranger. Donc c'était à la fois défendre le studio, mais défendre aussi les équipes et le travail en France. Voilà. Et en même temps, on menait une autre lutte avec Ecodeco, c'est-à-dire de se dire comment faire pour continuer à faire ce métier en ayant des pratiques plus éco-responsables, en arrêtant d'acheter, de jeter des tonnes de bois. Et donc, la journée d'aujourd'hui, c'est très important pour moi parce que c'est vraiment la convergence de ces deux démarches. Ça fait à peu près 10 ans qu'on mène ces démarches. Et le fait que ce soit à la FEMIS, je trouve ça vraiment hyper important aussi, parce que pour moi, on ne fait pas que construire des décors, on construit aussi l'avenir de nos enfants et on construit l'avenir du cinéma aussi et de l'industrie en réfléchissant à tout ça. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que tu as mis là derrière. Là, j'ai partagé les chiffres clés de tout à l'heure, mais voilà. Vas-y, allez. Il n'en manque un chiffre clé. 60% des films qui viennent travailler en studio, dans les ateliers, les bureaux, les espaces de costumes, de répétition, etc., ne tournent pas en studio. Ils ne font pas une seule journée de tournage en studio. Mais ils sont installés dans le studio. Parce que c'est une base de travail immédiate, à moindre coût. Moi, j'arrive, 2 heures après, on est au travail. J'ai rien à installer. Voilà. Donc, c'est 60% des films qui utilisent le studio sans pour autant y tourner. En ce moment, on travaille au studio de la Montjoie avec Sabine. Et effectivement, on tourne à Besançon, on tourne à Beaune, on tourne à Senlis, dans plein d'endroits. Mais c'est vrai que c'est notre base. C'est la base où on stocke les accessoires, où on peint, on construit. Et c'est aussi, je pense, pour ça que cette lutte a commencé par les décorateurs. On peut compléter. Je complète juste un chiffre et puis après on peut parler des filles, justement, comment vous avez mis les mains dans le cambouis, j'allais dire. Il manque un autre chiffre encore, mais il y avait tellement de chiffres. 92% des émissions carbone émises par les studios proviennent des productions. Donc évidemment, il y a le studio en tant que bâtiment qui a des émissions liées au chauffage, à l'énergie. Mais c'est vrai, de fait, c'est quand même un corps vide, entre guillemets. C'est l'activité humaine qui fait l'impact carbone. Et c'est là où la recherche et développement et l'expérimentation que vous avez menée ont conduit à rassembler toute cette expertise à travers les 6 fiches Circulart que vous allez nous présenter. Voilà. Tout à fait. C'est les couvertures des 6 fiches. Voilà. Ce que je voulais expliquer, c'est que voilà, c'est pas venu tout d'un coup comme ça. J'ai trouvé, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai été face à un questionnement dans ma pratique de peinture.
Et à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne pouvais plus. J'étais devant, mais j'étais là, non, mais c'est pas possible, il faut arrêter. Et au hasard, c'est pas au hasard, c'est dire que c'est grâce à l'association MAD où j'ai rencontré d'autres gens, on a commencé un peu par hasard à créer un groupe de travail. On était 3. Et je trouvais ça l'idée trop bien et je pensais que c'était vachement facile, quoi. Je me disais, un groupe de travail sur le recyclage et tout. Et là, d'un coup, on a réalisé, on a vu l'énorme travail. On ne savait pas par quoi commencer. On a commencé par visiter des ressourceries en disant, ouais, c'est chouette. Et franchement, on s'est dit, c'est impossible. C'est impossible. Et comme j'étais plutôt de nature quand même réservée à l'époque, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je ne peux pas. Je vais commencer déjà dans ma pratique avant de donner entre guillemets, des conseils ou dans d'autres pratiques. Donc, je me suis attablée à ma pratique, ce qui n'était pas la plus simple. Et donc, j'ai commencé vraiment petit à petit, sans rien dire à personne, à essayer de réfléchir. Donc, au début, je me suis dit, bon, c'est quoi faire de l'écologie en peinture? Moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est peindre avec des peintures écologiques. Enfin, ça paraît hyper simple. Donc, je me dis, je cherche sur Internet, peinture écologique. Et là, je m'aperçois que tout existe. Donc, je me dis, facile, peinture écologique, ça existe, t'achètes de la peinture écologique. Après, en dehors du prix et tout ça, déjà, j'étais étonnée, tout existe. Et petit à petit, au fur et à mesure, je me suis aperçue que finalement, ça allait beaucoup plus loin et que le vrai sujet, c'était évidemment les eaux usées. Et donc là, c'était un petit peu moins facile. Parce que je me suis dit, peindre avec des peintures écologiques, ok, c'est bien, mais il y a quand même toujours mes déchets de patine, de peinture, qu'est-ce que j'en fais? Enfin, c'est assez monstrueux. Nous, on passe quand même 8 heures par jour le nez dans des pots de peinture. Enfin voilà, c'est très concret, hein. Et donc voilà, j'ai commencé à réfléchir et je me suis aperçue que c'était effectivement difficile. Et donc, le premier conseil que je donne à quiconque veut commencer ce périple, c'est que j'ai tout bêtement, je me suis imaginée en train de travailler et j'ai fait une liste de choses que je voulais qu'ils changent. Ça paraît bête, mais c'est hyper pratique. Donc, j'ai commencé à faire une liste de choses en imagine pratique. Donc, ça, non, il faudrait que tu arrêtes ça. Donc, j'avais une liste de choses, de sujets. Et donc, j'y allais petit à petit. Et à chaque fois que je réglais un sujet, j'avais un autre sujet à m'occuper. Alors, c'est vraiment hyper simple. Et j'en suis arrivée effectivement à réfléchir énormément et à me dire que effectivement le plus simple, c'était de ne pas créer de déchets. Alors ça paraît aussi bête, mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, je me suis aperçue que c'était très compliqué de gérer un déchet parce qu'un déchet, il resterait un déchet. On le déplace, on le cache, on le transforme, c'est un déchet. Donc je me suis dit, il faut que tu réfléchisses. Un exemple, dès que je me trouve, par exemple, dans le meilleur des cas, devant une feuille de décor, et je me suis dit, finalement, c'est quand moi j'interviens que ça devient un déchet. Avant, c'est une feuille de bois. Alors, c'est pas facile comme position, parce que je me suis dit, en même temps, j'adore mon métier, et en même temps, dès que j'interviens, ça y est, c'est un déchet. Voilà, donc je me suis dit, il faut que tu trouves une solution. Voilà, et donc à chaque fois, j'ai trouvé des solutions que j'ai expérimentées toujours en situation réelle, parce que c'est le seul moyen de voir si c'est efficace. Donc, j'ai testé énormément de choses sans que personne ne sache. Et je me suis aperçue que ça fonctionnait. Donc, à chaque fois, j'ai amélioré. Après, il y a aussi plein de produits qui se sont développés. Et puis, tout d'un coup, on a pu en parler. C'était déjà énorme, parce qu'avant, je ne pouvais même pas en parler. Même à mon équipe, c'était dur au début. Donc, après, voilà. Et donc, moi, je me suis dit, de toute façon, je le fais pour moi. Et je me suis aperçue qu'en le faisant pour moi, c'était finalement, les gens, ils me voyaient faire. Donc, ça devenait... et à chaque fois, j'ai travaillé dans plein d'endroits avec des gens que je ne connaissais pas. Et je leur disais, mais ça vous a posé un problème de changer votre façon de travailler? Non, et au contraire, les gens, ils étaient heureux. Et alors, je ne dis pas que c'est hyper simple, mais c'est pas très compliqué. Voilà, et donc voilà, et on me demandait toujours, mais il faudrait que tu expliques aux gens. Je dis oui, il faudrait effectivement, mais enfin, c'est quand un fille travailler, se remettre à expliquer, puis c'est en faisant, c'est plein de petits gestes, c'est pas des méthodes, c'est plein de petits gestes, de petites choses, de rien du tout.
jusqu'au jour où, voilà, où Valérie et Johanna m'ont mis face à ma mission d'écrire une fiche pratique. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire la fiche que j'aurais aimé trouver le jour où je me suis dit, je ne veux plus continuer comme ça. Donc voilà, donc j'ai essayé de mettre le maximum de choses en étant assez claire. Donc j'espère que vous pourrez apprécier. Voilà. Alors, pour moi, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit comment on peut faire si on veut construire un décor en studio, par exemple, et pourtant pas couper de bois, pas avoir de déchets, comment faire pour faire des décors, ce métier qu'on adore, mais être éco-responsable. Et on a travaillé, quand tu dis toute seule, tu exagères un petit peu, parce qu'on a fait quand même pas mal d'essais à la ressourcerie ou pendant le Production Forum. Mais là, c'était déjà la conclusion d'une recherche antérieure. Personnelle, d'accord, oui. ok. Et donc on s'est donné comme mission, enfin en tout cas moi je me suis donné comme mission pour le film Maria de Jessica Pallu. On a refait un décor en studio et ma mission c'était de jeter quasiment aucune feuille décor, de les récupérer, de récupérer tout ce qu'on pouvait. Et donc Sabine a travaillé avec des... oui, là on voit tout ce qui est violet, c'est les feuilles que j'ai pu louer à la ressourcerie ou aux Trois Portes. Et toutes les portes et les fenêtres ont été louées aussi. C'est-à-dire qu'on les a pas... D'habitude, on les fabrique ou on les achète chez La Paire, on les customise et ensuite on les jette. Et là, tout a été loué, donc tout a été rendu. Et on a eu à peu près une demi-benne de bois et encore, parce que toutes les feuilles construites, je les ai données soit à la Montjoie, soit à la ressourcerie. Pareil pour les sols, pareil pour... le problème des feuilles décor, comme le dit Sabine, c'est qu'une fois qu'elles sont gâchées par la patine et par la peinture, on ne peut pas les réutiliser. Et donc, Sabine a trouvé cette solution de la Thibaude. Alors, moi, j'ai quelques images, mais toi, tu ne les as pas, je pense. Vous verrez sur les fiches. Et donc, c'est une méthode pour... tu veux expliquer peut-être? Oui, enfin, l'idée, c'était que je me suis dit, voilà, il faut que je trouve une matière qui protège la feuille. Donc, la Thibaude, c'est un exemple pour un rendu, mais toute matière, ça peut être de la toile, ça peut être du papier, ça peut être plein de choses. L'idée, c'était effectivement d'épargner la feuille de bois. Dans l'espoir, évidemment, parce que je pense qu'on parle toujours à l'envers de ce qu'il faudrait parler, c'est qu'il faut toujours parler... Pour moi, quand on parle de décor, il faut toujours parler de démontage et de déconstruction. C'est par là qu'on commence. Parce que j'ai beau faire tout ce que je veux sur ces feuilles décor, si la personne qui démonte ne fait rien, ça va quand même à la poubelle. Donc la partie la plus importante, c'est effectivement d'être capable... Il faut que je regarde le public, regardez le mur. C'est d'être capable, effectivement, de démonter un décor. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il ait été conçu pour. Donc, je pense que ça, c'est le plus important, parce que après tout ce dont on vous parle dans les fiches, c'est des conseils, mais la principale fiche à lire, c'est quand même celle du design inversé et de concevoir les décors pour qu'ils puissent être démontés. C'est la numéro 2. Tu veux détailler un peu, Valérie ou il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des lieux qui existent pour récupérer ces décors, parce que c'est un peu un problème. Une fois qu'on a eu l'idée de savoir ce qu'il fallait faire, le problème, c'est qu'on n'avait pas les outils aussi et les structures pour pouvoir stocker. Voilà, donc toute cette mise en marche, c'est qu'il faut que tout le monde avance en même temps et pour que ça fonctionne. Sinon... Peut-être ce qui est intéressant de dire, je regarde aussi Bertrand, mais moi j'aime bien l'histoire et je trouve ça important, c'est qu'avant on stockait ces feuilles décor, on les conservait. Voilà. Oui, moi j'ai appris mon métier comme ça. En fait, on était en studio à Boulogne, à Joinville ou ailleurs, il y avait toujours un stock de feuilles décor. Elles étaient voiletées et on travaillait au craft avec des bandes sèches pour la gestion des joints. Mais ça impliquait un stock entretenu, référencé, du personnel qui passait son temps à décrafter, donc dévoileter, arracher les voilettes qui étaient imprégnées de matière avec le craft, etc. Et à remettre des voilettes neuves pour repartir à nouveau en location. Et
Ces feuilles de décor étaient couchées au sol, mises les unes contre les autres, et assemblées au clou tête plate 70 et clou tête plate 40. La visseuse, il y en avait une pour une équipe de 15 personnes. Et elle était sous clé, hein, parce que c'était super précieux, quoi. Donc on n'avait quasiment pas de vis, on faisait tout au clou. Là, ce qu'on voit, c'est justement la Thibaude qui est travaillée d'abord. Donc c'est un peu comme de la couverture de Reaper. Et donc Sabine l'a travaillé au sol, c'est ça, avec du plâtre. Et donc déjà, rien qu'au niveau de la fatigue, je trouve que c'est quand même plus facile aussi pour vous, parce que quand on travaille une feuille, quand on met de la matière plâtre sur une feuille qui est verticale, qui est assemblée, on est confronté à la pesanteur. Voilà. Et donc là, il y a déjà aussi un gain de temps, parce que souvent on me dit oui, mais ça coûte plus cher le fait de faire des décors éco-responsables. Et en fait, c'est pas vrai, parce que même si on achète cette Thibaude et que c'est une matière en plus, le fait qu'on loue les feuilles et le fait qu'on gagne du temps et de la fatigue dans la façon de mettre en place le décor, ça permet de faire d'autres économies. Donc, c'est peut-être moins de matière et plus de main-d'œuvre. Mais oui, puis ça permet de travailler en amont en même temps que la construction. Donc, ça fait aussi. C'est plus rapide aussi. Oui, c'est plus rapide. Sur le Jean Valjean, on avait quelques bonnes dizaines de mètres linéaires de surface en 4 mètres de haut, de feuilles construites, parce que adaptées dans un château. On a entièrement recouvert ça de peau de vache, donc de Thibaude, qu'on a plâtré préalablement à l'atelier. On ne faisait pas ça, on était hors jeu. Très rapide. Oui, ça permet d'avoir une matière sèche à l'emploi tout le long du film, malgré les intempéries. Voilà. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le plan avec toutes les feuilles et les portes récupérées, donc en bleu à la ressourcerie et en jaune aux 3 portes. Et donc les 3 portes, c'est Philippe Boulnoir, je le dis puisqu'il y a pas mal de décorateurs dans la salle. C'est quelqu'un qui a fait partie de notre groupe studio, qui est un chef constructeur, qui a aussi essayé de vraiment réfléchir à comment faire des feuilles décor et des béquilles de façon plus éco-responsable en utilisant moins de bois. Et il a récupéré à la fin de la SFP de Brie, voilà, beaucoup de portes et de fenêtres qui allaient partir à la benne. Et donc, on peut lui louer maintenant. Donc, il y a 6 fiches. Donc, la 4, c'est celle de la peinture décor. Je vous passe quelques images. Donc, c'est vraiment des outils concrets. C'est-à-dire que là, Sabine, la première chose qu'elle fait quand elle arrive dans son atelier, c'est de mettre des bacs. C'est ça? Oui, la première chose, on s'aperçoit très vite, c'est comme quand on rentre dans une maison qu'on loue, c'est qu'on cherche où est la poubelle. Donc, première chose que je fais, c'est d'installer mes poubelles. Parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas fait, j'ai jeté ça où il ne fallait pas. Donc, ça fait partie de la petite chose que j'ai rayée sur ma liste. Bon, tu as tes poubelles, comme ça, tu ne te demandes pas où tu jettes tes affaires. Voilà, donc j'explique. Alors, ça a l'air un peu fastidieux, mais en réalité, ça prend pas autant de place. Hein, mais en tout cas, j'ai forcément un déchet de tri tout venant et emballage, parce qu'on a énormément d'emballage quand même en peinture. Et bon, j'ai toujours un petit peu de chute de bois, parce que voilà, pour caler des fois des pièces à peindre, tout ça. Évidemment, très important, le plus important, c'est un contenant qui va recevoir tous les produits dangereux, peinture, donc les pots vides et après les bouts de peinture, mais enfin ça j'expliquerai peut-être après. Voilà, tous les déchets en tout cas qui doivent être recyclés en déchetterie, il y a déjà un contenant qui existe, très voyant pour qu'on comprenne. Alors je mets presque des têtes de mort dessus, parce que des fois je ne suis plus là, je veux qu'on comprenne que c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans le tout venant, voilà. Je montre rapidement quelques pages. Après, c'est juste pour vous donner envie d'aller voir.
Qu'est-ce que Tu c'est? veux Oui, dire ça. deux mots? Tu veux dire Voilà. deux mots juste, Donc Sabine, là, comme- c'est oui. juste sur la peinture, sur le nettoyage des pinceaux, la machine peut-être? Voilà, bah c'est en dernier, c'est la fille. D'accord. Enfin, donc j'explique comment je m'installe à l'atelier. Après là, on a fait, on explique comment réaliser une T-Bode, parce que moi je trouve que c'est bien quand tu démarres et que tu sais pas d'avoir des petits outils déjà de savoir comment on fait, parce que dans ce métier c'est quand même, il faut aussi raconter que ça n'a pas été simple quand on est rentré dans ce métier, que personne ne savait, c'était des secrets. N'est-ce pas? Donc déjà donc fallait expérimenter. Donc moi je trouve ça plus intelligent de transmettre. C'est pour ça que ces fiches pour moi, je suis très contente de les avoir faites. Plus de gens sauront le faire et mieux ça vaudra que de garder des secrets. Donc là c'est comment fabriquer une T-Bode. Mais voilà, après il y a, comme je dis, c'est indicatif. Après on peut inventer plein de choses. Voilà. Là, Je passe un peu vite, donc. j'ai surtout voulu expliquer. J'ai fait les fiches aussi en fonction des demandes de décorateurs. Parce que quand on est chef peintre, il faut savoir qu'on est là pour résoudre des problèmes. Hein, donc, le chef décorateur, il va parler de son désir. Et nous, en l'écoutant, on traduit en comment je vais faire. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire les fiches pour répondre un peu. Donc, le chef décorateur, il va nous parler de finition, de matière, de c'est brillant, c'est mat, c'est lisse. Et donc, c'était de pouvoir répondre par rapport à une demande tout à fait esthétique, de savoir, OK, bah là, il me dit matière, je vais penser T-Bode. Là, il me dit lisse, je vais penser Tirreno. Enfin, d'avoir des choses très concrètes en disant, voilà, c'est pas que de la matière, que du plâtre, parce que tous les décors sont pas faits comme ça. Donc, voilà. Donc, vous me direz ce que vous pensez des fiches, mais j'ai essayé de faire des choses pratiques, comme on dit. Oui, je pense que c'est 10 ans de réflexion et de travail collectif, parce qu'on est toutes les deux là, mais on est quand même un groupe à avoir apporté plusieurs solutions. Et donc, il y a aussi un sculpteur qui a fait un travail remarquable. Donc, je ne vais pas montrer toutes ces fiches. Il ne pouvait pas être là. C'est Gilles. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même un gros dossier sur la sculpture, évidemment. Et je me suis dit que ça valait quand même le coup de tenter de réfléchir à ce sujet. Parce qu'à chaque fois, on dit, oh là là, pour la sculpture, de toute façon, il n'y a pas de solution. Moi, j'entends toujours, il n'y a pas de solution, c'est impossible, il n'y a pas de solution. Mais enfin, en attendant, il faut bien en trouver. Donc, avec Gilles, je me suis dit, comme je sais qu'il réfléchit un peu au sujet, c'est justement d'essayer de poser des choses sur le papier avec un professionnel, parce que moi, j'ai des avis sur la chose, mais bon, de savoir comment lui, par rapport à son expérience, comment on peut essayer de réduire. On sait bien qu'il y a des choses qui sont très compliquées, et donc c'était assez intéressant, parce que finalement, toutes les idées reçues ont été un peu revues, parce que l'important, comme je dis, c'est surtout les filières de recyclage. Donc, quelque chose d'écologique peut pas l'être avant ou peut le devenir, parce que si la filière existe, du coup, ce produit, qu'est-ce que c'est qu'un produit écologique? C'est un produit qu'on arrive à transformer ou à remettre en service. Et donc, on s'est aperçu que le polystyrène, c'était le matériau, finalement, qui était le plus recyclable. Oui, même s'il entraîne... ça a été voilà. terrible pour moi, parce que ça fait des années que je dis le contraire. Et voilà, donc c'était intéressant de discuter avec ce chef sculpteur, parce que finalement, ça peut être recyclé, le polystyrène. Voilà, alors après, il y a aussi des conditions d'utilisation. Mais tout ça, c'est important, c'est de connaître les règles. Une fois qu'on connaît les règles, on connaît le produit, on sait comment l'utiliser, on sait comment le retraiter, et donc on sait appliquer des choses en amont. Et c'est pas quand on a des kilos de polystyrène à la fin en disant « Ah ouais, qu'est-ce que j'en fais ?» Du coup, les sculpteurs, ils savent très bien le faire. Comme je dis, tous les techniciens du cinéma, on est hyper forts, il faut le dire. On est des techniciens, on passe notre temps à résoudre des problèmes, donc je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas répondre à la question de l'éco-responsabilité. On est hyper apte. Donc c'est juste qu'à un moment donné, on se pose cette question et on trouvera des solutions, mais il faut effectivement qu'il y ait des filières. S'il n'y a pas de filière, on ne peut pas faire grand-chose. Bertrand, tu veux réagir sur le polystyrène? Je crois que tu as réussi à faire un film sans polystyrène. Oui, moi j'ai proscrit le polystyrène parce que c'est vrai qu'il est recyclable. Si on prend les gens compétents, on peut le travailler correctement
en étant protégé. Mais pour rebondir sur le studio, peut-être que c'est l'endroit où on peut le plus convenablement possible travailler, dans la mesure où on pourra avoir une certitude de son recyclage. Mais si vous vous retrouvez avec deux sculpteurs, un peintre polystyrène de 2,50 m de long par 40 cm d'épaisseur à 2500 mètres d'altitude au milieu des Alpes, et que vous leur demandez de sculpter une marmotte, ben vous allez envoyer je ne sais pas combien de milliards de billes de polystyrène dans la nature, et vous les récupérerez jamais. Donc ça ne va pas être la solution, mais il va falloir le faire autrement. Oui, mais alors la question, parce que là, je rebondis. Je ne vais pas me laisser faire. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une solution. C'est de réfléchir par rapport aux conditions, voilà, pour faire ta marmotte, forcément. Mais on s'est aperçu avec Gilles, c'est qu'à décor identique, parce que moi j'étais aussi pour le plâtre, tu penses bien. On s'est aperçu que malheureusement, à la fin d'un décor, si tu as des kilos de staff et de plâtre, eh ben, ils sont moins recyclables que le polystyrène. Donc c'est un constat, tu vois, c'est ça, c'était juste de se dire... C'est sûr, tu parlais de la filière, elle est super importante, parce qu'il y a des endroits sur le territoire où pour aller recycler une tonne à eau comme on avait avant, enfin, moi j'ai plus ça, mais avec nos jus de peinture, il fallait la charger au Fenwick dans un tube, et puis ensuite faire une journée quasiment aller-retour de déplacement pour trouver la déchetterie qui était... où on était sûr que cette bout de peinture allait être correctement recyclée. Il fallait payer 750 € le mètre cube de bout de peinture pour être sûr que la traçabilité était effectuée, etc. Enfin, il y avait tout un process qui coûtait de l'argent, etc. Donc, en allégeant tous ces process-là et en changeant nos pratiques, on allège ces process-là et on s'y met petit à petit. Mais il faut faire preuve. Alors, c'est pour ça que ces fiches sont super, parce qu'il faut faire preuve de pédagogie, mais même pour nous, parce que... Vous arrivez avec une nouvelle machine pour nettoyer les pinceaux et vos peintres, ils ont 40 ans de métier, ils disent « Non, 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 moi je suis pas comme ça. Non, ça pue ton truc, là, j'en veux pas. Non, non, non. » Il faut se battre pour qu'ils les utilisent. Donc, parce que c'est compliqué, il faut changer ses pratiques. C'est embêtant, pour parler poliment, de changer ses pratiques. Donc, il y a un vrai boulot de pédagogie qui va prendre du temps et c'est vrai pour nos équipes, à l'intérieur de nos équipes, comme pour les équipes du plateau, comme évidemment pour nos employeurs qui sont encore à des années-lumière de la finesse de notre travail. Donc, Vous voulez parler de la machine, justement, rapidement, non? Si, ça, il y en a plusieurs. Mais... Il y en a plusieurs, mais le principe, en tout cas, ça peut peut-être intéresser l'auditoire. Si alors, vous connaissez déjà, pas. c'est quand même mon sujet. Hein. Je suis désolée, c'est mon sujet. Donc, vous battez pas. Déjà, quand j'ai découvert qu'il y avait... Parce qu'au début, j'étais sur Internet, je me dis « Waouh, il y a des trucs qui ont l'air trop bien et tout », mais moi, j'y avais jamais accès, donc voilà. Mais je dis, il y a des choses qui existent et tout. Donc déjà, quand j'ai découvert qu'il y avait des choses qui existaient, donc après, il y a différents systèmes, effectivement. Donc, tu ne veux pas dire où on a découvert ça? Comment? On a découvert grâce à Johanna, quand on a visité les studios en Belgique. Oui, mais alors, moi, tu n'es pas dans ma vie tout le temps. Je peux te dire que j'ai découvert ça avant sur Internet, tu sais, le grand gourou. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc la machine, donc il y a plein de systèmes. Moi, j'ai commencé par les floculants, mais sans la machine, parce que je n'avais pas accès, parce qu'il faut savoir que cette machine, c'est un investissement financier que je ne pouvais pas me permettre, et que les productions n'allaient pas acheter une machine pour mes beaux yeux, n'est-ce pas ? Donc, il faut quand même dire que c'est la ressourcerie du cinéma qui a je lui ai dit, le truc génial qui serait, c'est qu'on puisse louer des machines. Parce que là, ça donnerait accès aux techniciens. Donc, c'est quand même grâce à leur démarche. Après, ils ont choisi une machine Enviro Plus, mais il y a plein de systèmes. Moi, ce que je dis, c'est que ces machines, alors, c'est bien, mais ça nettoie les outils. Donc, ça ne résout pas le problème des patines. Donc, c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre qu'il y a le nettoyage des outils et le traitement des eaux usées qui sont deux sujets différents. Donc, après, ces machines sont très bien, voilà. Mais, voilà, les eaux usées. Donc, les eaux usées, on peut aussi... Alors, pas dans les machines. C'est pour ça que j'ai aussi utilisé les produits floculants de Rotaplast pour traiter les patines, parce que c'est aussi possible. Tu veux expliquer les floculants?
Ben oui, je peux expliquer les flocculants. Ah, donc le système de rotaplace, c'est-à-dire que de toute façon, ce sont des machines en circuit fermé, donc à différents contenants. Hein. On va dire qu'en moyenne, c'est 50 litres d'eau. Et chez Rotaplast, l'eau usée, donc, qui est en circuit fermé, au bout d'un certain temps, je ne connais pas le temps exact, mais donc on introduit des flocculants qui permettent de séparer les charges de peinture de l'eau, ce qui fait qu'elles sont filtrées, que l'eau propre revient dans le circuit fermé, et ainsi de suite, et qu'au bout d'un moment, ces bouts sont récupérés dans des cuves qu'on peut donc emmener à retraiter dans des déchetteries. On ne sait pas trop ce qu'elles deviennent ces bouts, on a du mal à savoir, mais en tout cas, voilà. Et le deuxième système EnviroPlus, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas de filtration. Donc moi, je trouve que c'est plus rapide. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc, un produit qu'on appelle l'éco-solution, on se demande toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette éco-solution? Moi-même, la première fois, j'ai dit, non, mais là, éco-solution... Donc, nous avons une fiche technique qui indique ce qu'il y a dedans. Donc, c'est des produits issus de l'agriculture. Après, c'est des plantes, un peu comme de l'alcool. C'est à base de plantes, de produits naturels. C'est des déchets, en tout cas. Voilà. Donc, ce produit, c'est juste un décapant. On peut l'appeler un décapant. Et qui est introduit donc, dans l'eau, qui est mélangé dans l'eau. Donc, la différence de l'autre système, c'est que l'autre système, on ne se pose pas de questions, on l'utilise comme un lavabo. Tu es d'accord avec moi, Bertrand? Enfin, on l'utilise, la machine Rotaplast, comme ça. La différence avec l'EnviroPlus, c'est qu'il y a une décantation à faire en amont, c'est-à-dire que tous les outils, il faut les laisser tremper dans cette solution avec de l'eau avant pour que ça décape. Et après, la machine complète le nettoyage. Mais il y a quand même une étape, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le temps de la filtration, là, c'est un temps de décantation. Voilà pour le principe. Et après, c'est le même système, c'est que donc il n'y a pas de filtration d'eau, mais il y a une filtration du produit et les bouts aussi sont récupérés dans des cuves. Et donc, c'est le même principe. Ça finit aussi dans la déchetterie. On va faire je ne sais pas quoi. Je veux revenir juste sur cette machine. En fait, pour nous, ça a été quand même le déclic. Quand on l'a vu, on avait participé à une semaine internationale de l'écologie. C'était un projet européen sur l'écologie dans la filière image, avec plusieurs pays européens. Donc, on a rencontré plein de gens qui réfléchissaient à ça en Angleterre, en Belgique, etc. Donc, ils avaient cette machine. Donc, nous, on s'est dit, waouh, ça serait génial qu'il y ait ça dans les studios. Parce que quand vous lavez votre rouleau, je pense que vous avez déjà lavé un rouleau, c'est environ 30 litres d'eau pour arriver à récupérer votre rouleau. Et avec cette machine, on peut faire un film entier, c'est-à-dire des 800 mètres carrés de peinture. Et au final, on va dépenser environ 30 litres d'eau aussi, puisque l'eau et les féculents séparent la peinture de l'eau, et l'eau est remise en circuit fermé. Moi, je simplifie, mais oui, donc du coup, on s'est dit, au lieu de dépenser des tonnes de litres d'eau pour faire un décor, on va pouvoir dépenser que 30 litres d'eau et aussi ne pas gâcher les eaux des caniveaux. Et en fait, à partir de ça, ça a été vraiment, pour nous, un certain déclic. Et il se trouve que j'ai participé au production. La semaine internationale des chefs d'éco l'année dernière et l'année d'avant, et j'ai raconté cette histoire de machine et l'histoire de la Thibaude. Enfin voilà, je t'ai montré à tout le monde à l'époque. Et il se trouve que les Américains et les Anglais ont acheté pour leur studio cette machine. Donc c'est quand même, c'est marrant parce que finalement c'est pas ce qui est le plus impactant. Je pense que les feuilles décor c'est plus impactant, mais c'est l'outil qui permet le déclic. Donc, c'est quand même intéressant. Comment je vous regarde tous, comment vous sensibilisez les autres métiers avec lesquels vous travaillez? On parlait du dessin, tu as parlé des producteurs, des chefs opérateurs, parce que, voilà, certes, c'est un département en soi, mais ça impacte l'artistique, la technique, l'organisation. Comment vous y arrivez? Comment ça avance? Est-ce que là, la filière est peut-être plus sensibilisée? Quels sont
Parce que là, il y a un énorme savoir hyper intéressant. De la pédagogie, bien évidemment, mais après, ça dépend du film qu'on fait, dans quelle partie du territoire on se trouve, dans quelle situation de travail on se trouve, parce que suivant ces contraintes, on aura une attention particulière sur différents points. On ne travaille pas de la même manière si on est en pleine nature que si on est en studio. On n'a pas besoin des mêmes équipements, enfin, etc. etc. Moi, j'insisterai pour rebondir sur le studio, quand on parle d'une pratique éco-responsable en studio, c'est pas seulement lié à tout ce qu'on vient d'exposer là en termes de petites révolutions internes sur nos pratiques. Est-ce qu'on construit sans coller ou en collant? Est-ce qu'on recycle la peinture? Est-ce qu'on a un attachement sur la filière de recyclage, etc. Tout ça, c'est des points positifs, bien évidemment, qu'il faut développer, expliquer, rabâcher, ne pas lâcher. Mais le dernier film que j'ai fait, j'ai été donc en province, dans une région montagneuse. J'avais 20 personnes, j'avais 4 camions et 15 véhicules. Ben voilà, ce qui pèse lourd, c'est ça. Le déplacement. À ce moment-là, dans le cadre c'est-à-dire que dans le cadre de mon exercice de travail précisément sur ce film, ce qui a le plus pesé, c'est les véhicules. Et demander à un régisseur d'extérieur de mutualiser sa voiture avec les constructeurs, c'est pas possible. Ils partent pas à la même horaire. Enfin voilà, c'est très 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 difficile. Alors à l'inverse, si vous travaillez en studio, pour peu que ce studio soit correctement conçu, avec idéalement un stock de meubles et accessoires, le fameux concept du one stop one shop cher à nos anglo-saxons, eh bien c'est desservi par des transports en commun, et donc Brie-sur-Marne, j'y vais pas en voiture. Voilà. Bertrand, il faut que je te raconte. Sur le film qu'on fait en ce moment, Sabine a décidé d'avoir un vélo, c'est-à-dire de se rendre, tu sais, quand je lui demande pour les rues ou tout ça, donc elle transporte son matériel à vélo. Elle a acheté une espèce de... Je voulais que tu montres d'ailleurs, mais non, tu vas pas. Je te raconte si tu veux. Pas bon. C'est très bon pour le cœur en plus. Voilà, donc plus de voitures. Tu veux dire à l'intérieur du studio et autour, tu déplaces en vélo? Je n'ai pas compris. Oui. Non, après, c'est venu parce qu'à chaque fois, il faut que je trouve un nouveau truc à m'améliorer. Et donc, c'est toujours le hasard. Et donc là, on va travailler à la Montjoie, donc on y va en vélo. Et puis au bout d'un moment, quand tu fais du vélo, tu n'as plus envie de lâcher ton vélo. Donc je me suis dit, mais comment? Je vais quand même pas aller sur les décors. J'ai pas envie d'y aller en voiture. Et donc je me suis dit, en même temps, je pourrais y aller en vélo. Et donc pour ça, il faut une carriole. Donc j'achète une carriole. Et du coup, j'ai ma carriole d'intervention. Mais c'est tout nouveau, voilà. Mais j'adore. Alors c'est particulièrement pertinent dans les comment dirais-je, dans les tissus urbains très denses, les grandes villes, etc. Je pense que c'est complètement, c'est plutôt judicieux. On peut plus se garer. Oui, mais on m'a proposé sinon d'y aller. D'y aller en voiture. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné. Après l'exercice dans le Cantal où il y a des côtes et des virages, et des ravins et des montées et des descentes où le moindre déplacement c'est à peu près 30 minutes de voiture. Donc en vélo, même avec des bons mollets, je pense que tu mets 3 heures pour faire la même route. Surtout si tu as une carriole de matos derrière. Donc là, l'exercice est plus limité, mais non, mais là, par exemple, tu vois, c'était de la Montjoie, donc de Saint-Denis à Saint-Maur. C'est particulièrement pertinent. Normalement, un peintre normal prend une camionnette et transporte. Je ne suis pas normal. Non, mais je suis pas certain. Je suis pas certain qu'une personne en camionnette dans ce tissu urbain soit plus rapide qu'un vélo. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle amélioration. Enfin, je l'ai pas fait pour être plus rapide, je rassure. Mais en tout cas, non, mais c'est une nouvelle aventure ça t'oblige justement à réfléchir, tu vois. Parce que quand on va prendre les questions après, ça aussi c'est. Je vais leur dire. Est-ce que le vélo électrique et la voiture est-elle électrique? Alors moi, mon vélo est électrique, évidemment. Vu mon grand âge, je ne fais pas du vélo sans électricité. Les voitures pourraient être électriques aussi, et dans la conception des studios, penser à des bornes de recharge. Tout à fait.
Alors, sur cette suggestion que les voitures peuvent être électriques aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous rappelle à l'humilité du débat sur les questions environnementales. La réflexion, elle progresse en même temps, la réflexion individuelle progresse en même temps que la réflexion collective, qui progresse en même temps que l'évolution des pratiques, qui progresse en même temps que les évolutions scientifiques et les compréhensions qu'on en a. Notamment, la voiture électrique, il y a 10 ans, on disait « Ah, c'est incroyable, on n'a plus d'essence ». Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que ça n'a rien d'écologique, une voiture électrique. On a juste déplacé le problème. Les batteries, ça vient du monde entier. Les traitements sur les batteries, c'est une catastrophe. On ne sait pas comment les recycler. Et puis, in fine, il faut quand même... Alors, en France, notre électricité, elle est nucléaire, donc elle est assez décarbonée. Donc, on va recharger une voiture électrique avec de l'électricité décarbonée. En Allemagne, l'électricité, elle est au charbon. Donc, en fait, tout ça... voilà, la voiture électrique en elle-même, c'est sujet à débat. Au mieux, au pire, c'est absolument pas un élément de décarbonation. Les transports en commun, par contre, alors après, ça, sur un tournage, ça implique des horaires qui soient similaires, des contraintes horaires qui soient similaires, etc. Mais ça, c'est un exemple qu'on va retrouver dans énormément de sujets. Alors, vous avez peut-être des exemples qui peuvent contribuer là-dessus, où à un moment donné, on se dit, tiens, telle solution, elle peut être pertinente, elle semble meilleure que la solution précédente. Et puis, 3 ans plus tard, on progresse collectivement et on dit, finalement, cette nouvelle solution qu'on avait proposée, elle a des avantages, elle a ce qu'on appelle des externalités négatives, des effets rebonds. Finalement, le fait qu'on utilise cette nouvelle solution, on va l'utiliser beaucoup plus. Ça, c'est par exemple... avec les calculs, avec les ordinateurs, on se dit finalement, on va plus vite avec un nouveau logiciel qui est plus performant. Mais comme on va plus vite, on fait 12 propositions au lieu d'en faire qu'une seule. Alors, est-ce que c'est mieux, écologiquement parlant, de faire 12 propositions? On va stocker les 12 sur les serveurs, on fera des copies des 12 propositions. Alors qu'avant, on allait moins vite, mais finalement, on n'en faisait qu'une seule. Donc, il y a une grande... une grande humilité vis-à-vis des évolutions, et on propose et on partage. Pour rebondir, mais ça va peut-être juste sur l'histoire de hub et de transport, justement, l'importance d'avoir des loueurs, et c'est aussi l'objet de la fiche 6 sur le meublage, d'avoir des loueurs d'accessoires et de meubles pas loin des infrastructures de studio, ou en tout cas accessibles facilement. Ça aussi, c'est pointé dans la fiche numéro 6. On va vous les relister à la fin pour que ce soit bien clair. Ouais, mais moi, je constate quand même qu'il y a une externalisation, c'est un peu systématique de toutes ces problématiques, c'est-à-dire que les producteurs jusqu'à présent, à l'inverse de nos voisins anglo-saxons, pour ne citer que, ne s'investissent pas dans l'outil de travail. Donc, quand on perd un loueur comme le Catema, il y a quelques années, on perd une manne gigantesque sur les années 60-70, et on tire les sonnettes d'alarme et on appelle nos producteurs et on dit les devis meublages, ils vont grimper. Aujourd'hui, on se retrouve avec une armée de personnes en préparation, en tout début de préparation, qui sont devant des ordinateurs, qui sont stockés sur le Bon Coin et tous les sites d'achat H24 avec leur téléphone, et qu'on voit ensuite des armées de camions en Bretagne chercher un machin, qui passe ensuite par Paris, puis qui revient à Lyon. C'est un vrai problème, je suis d'accord. Moi, j'essaye d'interdire Amazon, par exemple, à mes équipes, donc qui comprennent pas toujours, voilà. Et c'est vrai que quand on connaît bien les loueurs, on gagne énormément de temps, parce qu'on peut faire tout le film en allant chercher une fois avec le camion, la moitié du film. On peut le mettre dans le camion et ensuite on le stocke, on réutilise les choses. Alors que là, moi, je constate que le Bon Coin et Amazon, d'abord, on n'a pas des choses aussi intéressantes et aussi patinées. Enfin, des fois, ils commandent des trucs et puis ça arrive et puis c'est minuscule. Et je dis, c'est quoi ce truc? Ah c'était... voilà. Donc, ouais. Je trouve ça préoccupant, justement, le fait qu'il n'y ait plus cette culture du loueur. Et oui, je voulais dire, par exemple, moi, j'ai pas de véhicule ou je covoiture. C'est vrai que c'est compliqué parce que les équipes d'éco ont l'habitude d'avoir chacun leur véhicule quand on arrive sur un film. Mais c'est possible en discutant, en disant, mais pourquoi tu en aurais besoin là? Si toi, tu en as besoin, prends la voiture du bureau d'éco. C'est compliqué, mais je pense qu'on va y arriver aussi.
particulièrement en zone urbaine, mais c'est valable aussi en province parce que les déplacements peuvent être très longs. Donc, quand je suis en développement du film avec la production et le réalisateur ou la réalisatrice et qu'on commence à faire des repérages, etc., alors il y a toujours le coup de cœur. Oh, non, mais il faut absolument ce décor. Il y a un 4x4 pendant 25 minutes qui va monter un truc de pierre. Après, il faut décharger le 4x4, prendre un âne, monter le truc. Vous êtes malade ou quoi? Achetez-moi un hélicoptère. Ah, c'est trop cher. Bah alors, on ne prend pas le décor. Donc, à partir de là, c'est aussi pour aller amener des pratiques écologiques, resserrer géographiquement les sites de tournage et pour limiter au maximum les déplacements, trouver une base géographique équidistante à tous ces lieux-là pour centraliser les bureaux, les ateliers, enfin bon, bref, s'organiser de façon plus restreinte. Faut jouer l'économie. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils entendent. Si vous commencez à vouloir défendre d'entrée de jeu en disant non, mais moi je vais travailler avec tel type de produit, des machins, des trucs, tu vas voir, ça va être hyper écolo, la flotte, on va la donner aux vaches, le producteur, il s'en fout. Il va juste répondre, mais combien ça coûte ton truc là? T'es malade ou quoi? Non. Par contre, si vous lui dites, ah ben non, le décor là, c'est 4 bagnoles de plus, ça coûte tant de plus. Parce qu'on est capable de faire ces calculs-là, on ne va pas les confier au directeur de production qui va de toute façon pas forcément travailler à notre avantage là-dessus. Donc l'axe économique, quand on touche au porte-monnaie, et je crois que c'était l'une de vous deux tout à l'heure qui disait mais ces pratiques-là justement ça coûte pas moins cher, ça coûte pas plus cher, ça coûte plutôt moins cher parce que c'est souvent plus adapté, moins rapide, c'est pas forcément des gros matériaux, etc. Mais encore faut-il avoir une logique d'ensemble sur l'objet du film. Donc un meilleur dialogue, une meilleure compréhension des enjeux, des métiers, des pratiques, la pédagogie. La pédagogie, c'est pareil, il faut expliquer. C'est aussi pour ça qu'on fait cette table ronde. Voilà, juste réénumérer les 6 fiches. Qui veut s'y coller? Je veux bien le faire si vous voulez. Voilà, allez. Donc, ces fiches, avant de les nommer, elles sont en ligne, évidemment gratuitement, sur le site de Film Paris Région. Il y a une actu homepage, parce qu'après, il faut un peu naviguer. Elles sont aussi sur le site d'EcoProd, qui est aussi partenaire sur ces fiches présents dans la salle. J'en profite pour remercier fortement l'ADEME qui a soutenu ce projet et qui nous permet de réaliser ces fiches. C'est un véritable accouchement, vous l'avez vu, ça a été expliqué, de compiler cette expérience. Vous êtes un peu des influenceuses écolo, voilà. Donc, en tout cas, une volonté de pédagogie à travers ces fiches accessibles. Elles vont être traduites en anglais, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà, accessible sur les 2 sites. En allemand, ce serait bien, peut-être. Oui, voilà, en japonais. Et donc, les 6 fiches s'appellent le bureau de déco. Donc, c'est les grandes lignes sur l'organisation, la préparation, l'impact du numérique. Ici, on rappelle quelques chiffres trouvés ça et là, l'ADEME aussi, côté EcoProd. Le design inversé, on en a un peu parlé. Voilà, la notion de partir des matériaux existants pour concevoir le décor. Donc, vraiment la notion d'économie circulaire. La peinture, la construction avec un axe feuille décor, le meublage et staff et sculpture. Voilà. Donc, on pourra peut-être vous les renvoyer si on a accès à vos mails ou en tout cas à travers la FEMIS, on peut vous renvoyer le lien facilement. Mais utilisez-les, diffusez, elle est vraiment, et je trouve que votre démarche est très vertueuse. Voilà, ce partage d'expériences, d'informations, elle est là pour vous, pour changer les pratiques. Je crois qu'on en est très fiers et très contents. On peut aussi le célébrer. Donc, merci à tous les partenaires et vraiment, lisez-les. Moi, je ne connais pas grand-chose à la déco et franchement, elles sont très lisibles en plus pour un néophyte et je pense très technique du coup. Voilà, j'ai fait la promo. Merci, à Johanna. Pour les questions. Merci à vous. Pardon, je me permets juste un petit complément pour rebondir à ce que vient de dire Bertrand Setz. Moi, j'ai le petit défaut de m'occuper plus souvent de production audiovisuelle, donc a priori d'être plutôt branché sur des chiffres et des coûts. Et en fait, il faut juste rappeler que le CNC a rendu obligatoire pour les producteurs et pour un certain nombre de diffuseurs de faire des bilans carbone préalables et définitifs pour toutes les productions. Ça oblige donc à faire une comptabilité du coût de chaque production, que ce soit des fictions, documentaires, flux et autres. Et le fait de rendre ça obligatoire oblige les productions, à minima les directeurs de production qui sont censés effectivement communiquer ces chiffres, à ouvrir leur cerveau et à
commencer à imaginer une autre comptabilité qui n'est plus une comptabilité financière, mais une comptabilité de consommation, une comptabilité de destruction des matières premières. Et à force, je suis pas naïf, mais assez positif sur le fait que ça va obliger au fur et à mesure des gens qui jusqu'à présent n'étaient focalisés que sur des questions de coûts, dont on sait vers quelle dérive ça amène effectivement, parce qu'il vaut mieux acheter quelque chose qui a été fabriqué en Chine sans se demander comment ça a été fabriqué, ni de comptabiliser le nombre de kilomètres que ça aura fait, parce que ça sera moins cher. Et quand effectivement on commence à établir une sorte de comptabilité complémentaire entre la finance et le coût carbone, tout d'un coup, on se rend compte que les choses qui sont les moins chères sont les plus chères. Et je prends souvent l'exemple du gobelet dans lequel on va mettre un café ou un thé à la table régie. Si on achète le gobelet le moins cher du marché, au final, quand on fait cette économie complémentaire entre ce que ça a coûté et ce que ça coûte en carbone, le gobelet en plastique le moins cher coûte le plus cher. Et je suis convaincu qu'au fur et à mesure, les esprits vont changer. Alors, je vous rejoins sur la positivité et je rebondis dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, si on touche au porte-monnaie, on fait évoluer les pratiques. Donc, à terme, l'idée du carbon clap, c'est d'avoir une graduation du financement en fonction du poids carbone de votre film. Mais on est au début, on est au tout début. Donc, les carbon clap, il y en a plusieurs, parce que c'est une manne. Donc là, il y a plein de sociétés qui se pointent. Enfin, c'est pas des sociétés. Non, la partie carbone, en général, elle est gratuite. C'est l'accompagnement autour qui est. Pardon, je me reprends à chaque fois, tu as raison. Mais j'ai eu ce QCM à remplir en tant que chef de poste avec mon assistant par rapport au dernier film. On doit remplir maintenant des questionnaires pour que la production puisse évaluer. On ne parle pas d'un calcul précis, mais évaluer le carbon clap du service décoration. On était surpris de voir qu'il n'y avait pas les véhicules. On dit, mais non, ils sont dans la régie. Sur l'un des carbon clap, il est dans la régie. Les véhicules, il n'y a pas de véhicule à la déco. Non, mais donc, alors après, on nous demande de comptabiliser effectivement donc, les peintures en quantitatif. Le bois, etc., mais pas en qualitatif. Si je prends un CP peuplier et que je prends un CP au koumé collé à la colle à la résorcine, ça ne sera pas le même poids carbone. Donc, et c'est pas du simple au double. Hein, on est en valeur de 1 à 5 en termes de poids. Donc, ça serait quand même... donc, on revient vers eux. C'est forcément des outils perfectibles qui vont devoir évoluer. Mais... je suis d'accord que c'est la bonne démarche parce que, in fine, je ne sais pas quand, ça aura une importance suffisamment forte pour que les productions se tournent vers nous en nous disant trouvons les solutions ensemble. Tout à fait, juste pour dire qu'avec EcoProd et la ressourcerie du cinéma, on est en train justement de trouver un moyen de calculer l'analyse du cycle de vie de feuilles décor pour permettre d'avoir l'impact carbone, l'impact sur la biodiversité, sur l'eau, tous ces éléments d'aspect de pollution d'une fabrication d'un objet qui va permettre d'alimenter la réflexion des calculs carbone, des calculateurs carbone par rapport au CNC. Et je trouve qu'il y a un chiffre, moi, qui est très parlant. Vous savez, cet été, il y a eu des canicules, ce n'est pas les premières. Il me semble que l'économie française, en tout cas, perd 4 milliards par jour quand il fait très, très chaud, qu'on dépasse les 36 degrés. Il y a un ralentissement de l'économie. Donc ça, voilà, c'est un chiffre. On parlait de coût. Le coût du changement climatique, il est là aussi très fort. Voilà, c'est très parlant. Oui, ça marche. Oui, bonjour. Je m'appelle Bruno Nadja, je suis décorateur. Mon activité est plus dans le domaine de la publicité, mais je travaille un petit peu aussi sur des formats un peu plus longs. Là, je viens de passer, parce que là, vous parliez de la Montjoie et du défonctionnement général des studios. Alors, c'est vrai qu'à Brie, à la Montjoie ou à Marseille, j'ai pu remarquer qu'il y avait des systèmes de traitement des eaux qui sont plutôt remarquables, avec, j'ai l'impression, une responsabilité des studios. Enfin, après, je ne sais pas, comme tu disais, Sabine, on ne sait pas trop ce que ça devient, donc, mais c'est quand même, il y a une intention qui a l'air d'être plutôt honnête. Mais je me posais une question par rapport aux machines, à la fameuse machine. C'est dommage que les gens n'aient pas pu voir de photos de cette machine parce que je trouve qu'elle est remarquable. J'ai pu l'utiliser
la faire utiliser par mes équipes de peinture. Mais là, par exemple, je viens de passer une vingtaine de jours à la Montjoie sur 2 projets différents. Et ce que tu disais par rapport à imposer dans tes équipes, à tes équipes des outils et une méthode de travail qui va dans le sens du sauvetage de la planète et de nos métiers, je partage ça à 100%, sauf que j'ai l'impression que c'est une parole un peu dans le vent, parce que tu vois, je vois mon chef peintre, je lui ai montré la machine, il en avait rien à foutre. Moi, ça fait partie de mes conditions d'engagement. Je trouve ça hyper triste, parce que on devrait imposer dans les écoles ou les formations de gens qui font de la peinture ou des gens qui font de la sculpture. C'est vrai que Gilles, j'ai pu travailler avec lui. Ouais, c'est des gens qui ont l'air honnêtes aussi avec leur travail, sauf que j'ai l'impression qu'il y a un truc. Alors c'est super hein, que dans cette école, les futurs chefs d'éco aient cette conscience, mais il faut faire un travail plus en amont dans l'industrie, des gens qui bossent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans nos métiers, qui viennent du bâtiment. Et cette machine, ils regardent ça, ils rigolent, quoi. Donc, il y a un problème de formation. C'est l'objet des fiches, justement, Bruno. La pédagogie, certes, mais dans le bâtiment, ça bouge énormément. Ma compagne travaille dans le bâtiment. Tu peux pas faire un chantier à Monte-Carlo en peinture si tu n'as pas ta Rotacline avec toi ou une des 3 machines normées pour la récupération de peinture. Tu rentres pas sur Monaco en chantier si tu n'as pas la machine. Système à mettre en place en disant voilà que les produits, parce que là il y a des producteurs dans la salle, en imposant une journée de formation avant le démarrage d'un travail, et dire voilà, ça c'est une machine, ça c'est le traitement des eaux, ça c'est ici, parce qu'en fait ça m'est déjà arrivé, mais t'as vu comment, enfin vous voyez comment on est à la bourre, on commence un projet, on est déjà en retard, on a une explication du gars qui vient, du technicien, c'est génial hein. Moi j'ai abandonné au bout d'une demi-heure, mais ça dure 1 heure ou 1 heure et demie. Bon, après, c'est vrai que la machine, je trouve qu'elle sent un peu fort, donc il faut trouver des... Oui, mais après, on a tous des avis partagés, encore une fois, sur les différents types de machines qu'il y a, mais en tout cas, pour ma part, en tant que chef de poste, c'est une condition d'engagement. Je me suis fait avoir la première fois, parce que moi, j'ai acheté une machine, parce que je parlais d'externalisation. Le problème, c'est que ces machines, eh ben, comme dit Sabine, si on n'a pas la recyclerie qui investit pour pouvoir la mettre en location, vous la trouvez où? Dans les studios. La Montjoie aussi, les loups, très bien. Mais ils sont quelques-uns à proposer cet outil en location ou quelques structures de studios à s'équiper. Mais sinon, le reste du temps, dans le commerce, tu vas pas l'acheter sur un film. Effectivement, la production, elle va pas le payer. Donc, j'en ai acheté une et je la loue aux productions. Comme ça, j'en ai une qui suit tous mes tournages. Et la question, c'est que quand j'engage des peintres, ils me disent alors, c'est bon. Donc, c'est devenu une condition d'engagement. Tu viens travailler sur mon film en peinture, tu es obligé d'utiliser cette peinture, sinon tu viens pas. Et ce que je dois dire aussi, parce que moi, je regarde aussi quand je vais à la Montjoie et je m'aperçois malheureusement que les machines, elles ne sont pas toujours en état de fonctionner. Malheureusement, la machine ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a un entretien à avoir et effectivement un mode d'emploi, mais ça ne dure pas 1 heure pour expliquer la machine. Hein. Un juju. Non, mais ce que je veux dire, que je l'ai expérimenté sur des gens qui n'ont jamais vu cette machine. Enfin, le principe est hyper simple, mais souvent, je m'aperçois que les gens ils ne comprennent pas la machine. Nous, on l'a expérimenté 3 mois, tu te rappelles et je crois que tu étais venu voir, d'ailleurs, et ça ne se sentait pas. Et toute l'équipe l'a utilisé très, très bien, enfin, je veux dire, pendant 3 mois. Donc, il y a aussi une facilité des peintres de dire « Ah, ça sent mauvais, on ne veut pas la machine. » quoi. Et puis une utilisation, c'est qu'une machine, c'est pas une poubelle. Et il y en a qui confondent, c'est-à-dire qu'ils font la même chose qu'avec un évier, c'est-à-dire qu'ils jettent la peinture, tout. Je veux dire, la peinture, elle est faite pour aller sur les décors. Donc, c'est ça, c'est que la peinture, elle est faite pour nettoyer un peu les outils, mais les gens, et moi j'ai à la ressourcerie, j'ai déjà nettoyé une machine de A à Z, donc ça c'est très instructif. Mais je me dis, c'est pas possible, mais ils ont jeté de l'enduit dedans, enfin. C'est hallucinant. Donc, une machine, voilà, ça s'entretient. Et si elle est bien entretenue et le produit changé régulièrement, il n'y a pas de raison que ça sente. Donc, si ça sent, c'est que ce n'est pas bien entretenu. Voilà, ma théorie. Oui, bonjour.
Olivier Bardi, moi j'étais coordinateur déco, qui est un métier un peu étrange sur des séries pour Canal. Et je venais pas de là au départ, moi j'étais réal et auteur. Et j'ai découvert à l'occasion la gabegie du bois. Et ça m'a énormément choqué. Hein. J'étais pas au courant, étant donné que je venais rarement en déco. C'est en travaillant en déco que j'ai découvert les problèmes de la déco, pour être clair. Et du coup, je me suis formé en éco-production pour être coordinateur d'éco-prod. Et en fait, je me suis dit un truc quand même. Vous parliez tout à l'heure des producteurs, des directeurs de prod. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un métier très hiérarchisé et qui fonctionne vachement à la hiérarchie. Et que donc, comme disait Bertrand, à partir du moment où tu imposes quelque chose, on arrive à travailler et à améliorer les choses. Moi, j'ai travaillé parfois avec des chefs d'éco qui, en tant que chef d'éco, n'en avaient rien à faire de tout ça. Et n'étant moi qu'inférieur hiérarchiquement, même en parlant, on ne m'écoutait pas. Et j'ai compris que pour y arriver, il fallait être autre chose qu'en dessous. Il fallait être au moins à égalité, du moins, ou au-dessus. Et que même la pédagogie ne marchait pas toujours. Quand on te dit qu'aller à la ressourcerie pour récupérer des feuilles de décor, c'est une tannée, c'est loin, il faut y aller, il y a des camions, on a autre chose à faire. Je préfère un mec qui achète du bois chez Union Bois et qui me découpe du bois et qui me fait le truc à la taille que je veux. Donc, il y a du boulot, on part de loin, et là, je parle d'il n'y a pas longtemps. Hein. Enfin, je veux dire, on n'y est pas. Voilà, c'est juste une remarque comme ça, vague. Et la deuxième chose, c'est que quand on a été formé à la CST et à EcoProd pour être coordinateur d'EcoProd, on avait fait la visite de Brie. Et ceux qui ne connaissaient pas la déco ont eu très mal à la découpe de bois. Hein. On est tombé sur un gros film, et ils découpaient beaucoup de bois. Et quand on demandait comment ils travaillaient ou comment ils allaient travailler avec les nouveaux studios par rapport à la ressourcerie du bois, enfin, comment ils allaient récupérer le bois, est-ce qu'il y avait une bibliothèque du bois, il n'y avait pas de réponse. Ils nous répondaient en gros que, il y a 4 mois, hein, ils nous répondaient que le bois, quelque part, en tout cas, et la peinture, c'était pas tant leur problème que ça. C'était le problème des productions qui venaient travailler chez eux dans les studios, que eux, leur rôle était de louer des lieux, pas de gérer les déchets. Voilà, donc moi j'étais un peu étonné d'entendre que dans un avenir proche, on en était encore là. Voilà, mais c'est naïf, hein, j'ai pas d'idée. C'était à Brie ? Je travaille à Brie, ouais. À Brie. Ouais. Alors, évidemment, Pascal Bécu a un tout autre discours avec moi. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il est très, très concerné par l'éco-responsabilité et que d'ailleurs, ils vont recréer une ressourcerie à Brie qui aura, je ne sais plus combien, 200 mètres carrés qui vont être dédiés au fait de récupérer les feuilles décor, comme c'était le cas à la SFP. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a 30 ans à la SFP, il y avait des magasins où on allait chercher les portes, les fenêtres et les feuilles décor. Donc, quand on a réfléchi avec Sabine et avec d'autres à comment être plus éco-responsable, effectivement, le fait qu'on ait connu ça il y a longtemps, qu'on ait connu le clou, et du coup, le fait qu'on puisse désassembler au lieu de coller, ça va plus vite, mais après, tout est foutu. Du coup, pour nous, ça a été naturel. Et là, donc, Pascal Bécu m'a assuré que dans les prochains studios, puisqu'il va y avoir une extension des studios, il y aurait un endroit pour recycler. Mais c'est vrai que par rapport à la peinture, ils n'ont pas voulu acheter de machines. Ils ont des espèces de cuves qui avaient été très bien faites et ça leur coûte, je crois, 10 000 € chaque fois que c'est vidé. Et effectivement, il y a du travail. Peu de chefs d'éco ou de techniciens sont encore concernés, mais comme je vous disais, c'est l'avenir de notre métier, l'avenir des enfants. Donc, je suis sûre que ça va venir. Puis si je peux ajouter, ça regroupe une notion qu'on va retrouver dans le texte de la RT11, que je vous invite donc à lire, à télécharger et à compléter, qui est une notion qu'on commence à deviner de gamme de la prestation d'un studio. Un studio, ça peut être un espace avec 4 murs prêts à tourner, comme ça peut être un espace avec une menuiserie, une ressourcerie, un atelier costume, un atelier, etc., etc., etc. Il y a un niveau de gamme qui est extrêmement large entre juste on peut vous accueillir et vous avez une machine à café et puis tout ce qu'on peut faire. Et cette notion de récupération du bois par le studio, c'est-à-dire que le studio est une entreprise qui va, à la fin de la production, racheter les
les externalités qui sortent de la production pour pouvoir les mettre à disposition, en location, aux productions qui arrivent. Ça, c'est un niveau de gamme, c'est un niveau de prestation de service. Et plus on en parle, plus on essaime l'idée que ce sont des revenus complémentaires pour ces studios dont le modèle économique est fragile et que s'ils se diversifient en ayant une réserve d'accessoires, une réserve de bois, une réserve de peinture, ou si on parlait aussi des pots de peinture qui sont pas complètement vides en fin d'une production qu'on pourrait racheter pour revendre à la production d'après, etc. Tout ça, c'est des ressources complémentaires pour les studios, c'est un niveau de gamme supplémentaire pour les studios. Mais c'est une notion qui est un petit peu sortie du logiciel actuel. De studios se considèrent encore comme juste une location d'espace, mais petit à petit, on ajoute qu'autour de cet espace, il y a du service et que finalement, en tant qu'utilisateur, c'est plus le service qui nous intéresse que l'espace en tant que tel. On va devoir conclure, je te laisse... 30 secondes, oui. On revient au modèle d'avant. Pascal Bécu, il est frileux sur les feuilles répertoires parce qu'il a monté des studios à Arpajon il y a pas mal d'années maintenant, avant d'être passé chez Euromédia, chez Besson, puis ensuite de venir gérer Brie-sur-Marne. À Arpajon, il avait monté un local de feuilles répertoires. Et puis, ça a périclité parce que les productions, elles ne voulaient pas payer. Le coût que ça représente d'avoir 2 gars à plein temps, même au SMIC, à dévoileter, revoileter, classer, répertorier les feuilles pour qu'elles soient immédiatement utilisables. Il y avait un magasin de visserie, de boulonnerie, de visserie. On n'allait pas envoyer un mec à l'autre bout de Paris. On allait au studio acheter nos boulons. Le coût du stock avec le magasinier qui fait son bilan, qui fait son inventaire, son machin, ça a un coût. Donc la vis, elle est un petit peu plus chère. Mais on ne paye pas un ripper avec un 20 mètres cubes pour aller chercher des vis. Donc, globalement, on s'y retrouve. Tout ça, ça a périclité parce que les productions, c'était non, c'est trop cher. C'est trop cher. Je viens chez toi, mais tu me laisses acheter mon bois dehors et tu me laisses acheter mes vis dehors. Sinon, je ne viens pas. Ça a été ça, l'écroulement du truc. Donc, comment tenir face à cette pression économique ? Là, on a besoin de l'appui des CNC. Quand on a remonté le crédit d'impôt, on a arrêté d'aller former les Roumains, les Tchécoslovaquies, la Slovénie, la Lituanie, tous les noms en I là, qui sont à l'Est. On a arrêté d'aller faire des formations. On avait des stocks de peinture là-bas avec des pinceaux. Parce que les mecs, on les reprenait que s'ils avaient gardé nos pinceaux. Parce que sinon, il fallait qu'on ramène à nouveau tout le pinceau, tout le craft, tout le machin. Donc, on avait des stocks là-bas. Et puis, ils ont relevé le crédit d'impôt. Paf, on a arrêté d'externaliser notre travail. Et on a pu espérer reformer des gens sur le territoire français. Ça prend du temps. Le mot de la fin. Pardon, excuse-moi. Ça va être le mot de la fin, ce qu'on doit conclure. Donc, ça veut dire envoyer à vos amis producteurs ces fiches, la RT11 pour qui participent. Je remercie nos 4 intervenants. Alors, sur le site de Film Paris Région, donc filmparisregion.com, comme ça se prononce. Sur le site d'Ecoprod, ecoprod.com. L'actu sur Circulart, elle est homepage pour Film Paris Région. Et peut-être qu'on vous les enverra, je ne sais pas, il faut qu'on voit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je veux juste remercier Aurélie Ravier qui est dans la salle et qui a aussi beaucoup contribué à la rédaction de ces 6 fiches. Voilà. Et merci à vous et bonne table ronde. À vous de jouer.